Bonjour à tous, aujourd'hui, on est samedi 13 juin 2026 et notre cher ami Mark Sleboda est avec nous. Bienvenue à nouveau, Mark. Merci, Nima, de m'avoir invité. C'est toujours un honneur et un plaisir sur Dialogueworks. Il y a beaucoup de bruit, Mark, qui vient d'Asie de l'Ouest, qui vient aussi des États-Unis. Tout tourne autour de... Le mot-clé, c'est le bruit. Exactement. Et tout tourne autour de leur volonté de conclure un accord. Demain, peut-être qu'ils vont en signer un. Ce qui m'étonne, c'est que tout le concept des négociations, ou plutôt des échanges entre les deux camps, repose sur un premier point. Mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Le ministre iranien des Affaires étrangères en a d'ailleurs parlé hier soir, lors d'une interview à la télévision d'État iranienne. Il a évoqué ce point, et les États-Unis l'ont repris. Mais Israël, il y a tout juste quelques instants, a déclaré qu'il n'avait pris aucun engagement. Ils ne sont pas prêts à prendre le moindre engagement sur ce qui se passe entre Israël et le Liban. Et dès qu'ils sentiront une forme de menace, ils feront la même chose. Ils vont attaquer, ils vont bombarder, ils vont le faire. C'est ça, le vrai problème. C'est le problème du Liban. La deuxième partie, c'est celle-ci, disons la principale. Il semble que les États-Unis aient accepté que l'Iran prélève une sorte de... Ils n'appellent pas ça un péage, mais plutôt des frais administratifs ou je ne sais quoi, des frais de service. Oui, des frais de service. Services environnementaux, services de conseil. Exactement. C'est une sorte de racket, non? Enfin, soyons honnêtes. Oui, c'est bien la menace du détroit d'Ormuz. Pour ce qui est des autres points importants, comme les sanctions contre l'Iran, ils n'en parleront pas dans la première phase. Ce sera plus tard. Le programme nucléaire iranien n'est pas concerné par ce qui se passe en ce moment. Ce sera abordé plus tard. Le retrait des troupes américaines de la région, pareil, ce sera plus tard. Et dans les 60 jours, je suppose que ce sera 60, puis encore 60, puis encore 60. Et comme on l'a vu avec les négociations entre la Russie et les États-Unis, quelle est votre opinion sur ce qui se passe? D'accord. Je veux dire, ce n'est pas vraiment une surprise. Disons que je reste sceptique. Je suis sans complexe un cynique, au sens classique comme au sens moderne quand il s'agit de ce genre de choses. Je vais d'ailleurs vous renvoyer à l'un des rares bons reportages de CNN que j'ai vus ces dernières années. Ils ont diffusé cette semaine un montage des 37 fois où Trump a déclaré qu'un accord était sur le point d'être conclu, qu'il était imminent ou qu'ils avaient déjà un accord depuis le début du cessez-le-feu. Et à la fin de la semaine, on en était à 39, comme l'a même fait remarquer le présentateur de CNN. Donc disons-le clairement, le bilan n'est pas très convaincant. Et bien sûr, quand on parle d'un deal, enfin déjà, c'est un mot tellement réducteur, presque méprisant, que Trump adore utiliser pour parler d'accords conclus entre États. Si on en arrivait vraiment là, ce serait en réalité un traité, pas un simple deal. L'idée, c'est qu'un traité a une portée juridique internationale, enfin dans la mesure où le droit international existe, ce qui est, on le sait, discutable, mais il a du poids, des conséquences, des répercussions. Ce n'est pas comme si les États-Unis avaient le moindre scrupule à déchirer des traités ou des accords internationaux, même quand ils ont été validés et confirmés par des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, censées être du droit international contraignant. Et Trump lui-même a bien montré l'exemple en déchirant le plan d'action global commun. Le dernier accord conclu avec l'Iran, vous savez, celui négocié par Obama puis déchiré par Trump au début de sa première administration, nous a en fin de compte mené à la situation actuelle. L'Iran, quoi qu'il en dise, et quel que soit l'accord entre guillemets
qui pourrait être conclu, même si les États-Unis tentaient d'y adhérer, ce dont je doute fortement, se retrouveraient objectivement dans une position plus défavorable que celle qu'ils occupaient sous le plan d'action global commun avec l'Iran. Et cela surtout dans le contexte géopolitique global, avec l'accroissement du pouvoir et de l'influence de l'Iran dans la région à la fin de ce processus. Maintenant, quoi qu'ils en disent, les Iraniens et les Américains, d'après ce qu'on sait, ne se rencontrent même pas directement. Et ça, il faut le souligner. D'après ce que je comprends, ils échangent des messages, souvent même par l'intermédiaire de tiers. Les Pakistanais, peut-être aussi les Omanais et les Qataris, qui jouent sans doute un certain rôle dans cette situation. Et puis il y a d'autres pays, comme la Turquie ou l'Égypte, qui gravitent un peu en périphérie de tout ça. Bien sûr, Trump adore glisser leur nom de temps en temps, un peu au hasard, quand il publie des messages qui semblent suggérer une sorte de consensus moyen-oriental ou arabe, même si ce n'est pas très clair. Le vrai problème ici, c'est que d'abord, on a déjà eu 2 gros épisodes de conflits militaires, si on veut les appeler des escarmouches. Je pense que l'échange entre les États-Unis et l'Iran a dépassé le niveau de l'escarmouche qui a eu lieu la semaine dernière, juste avant tout ça. Le premier affrontement, lui, était entre l'Iran et Israël. Et ça, c'est très important pour toute possibilité d'un accord final, d'un véritable compromis. Parce que Israël, pendant toute la durée de ce cessez-le-feu, a nié l'existence d'un accord précédent conclu entre les États-Unis et l'Iran par l'intermédiaire des Pakistanais. Les Pakistanais l'ont d'ailleurs confirmé. Ce cessez-le-feu devait aussi s'étendre au Liban, et à Gaza d'ailleurs. Mais bien sûr, les Israéliens ne l'ont jamais accepté, et ils ont poursuivi leur occupation et le nettoyage ethnique du sud du Liban pendant tout ce temps. On peut dire au mieux que pendant la majeure partie du cessez-le-feu, ils se sont abstenus de mener des frappes aériennes sur la capitale libanaise, Beyrouth, même s'ils frappaient régulièrement Tyr, la 2e ville du Liban, la plus grande du Sud. Donc en réalité, ils ont complètement poursuivi leurs opérations, mais ils en ont payé le prix tout du long. Le Hezbollah est devenu très discrètement, visiblement assez compétent dans l'usage des drones, surtout des drones à fibre optique. Le genre de drone dont la Russie est devenue pionnière depuis quelques années en Ukraine. Je dis ça comme ça. On peut se demander comment le Hezbollah a obtenu ces drones, ainsi que le savoir-faire et la formation pour les utiliser aussi efficacement. Bref, ils ont clairement fait payer un prix à Israël. C'est quelque chose dont la presse israélienne a largement parlé, ses plaintes, et même a beaucoup râlé. Mais au début, ou plutôt à la fin de la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est qu'Israël a changé de cap et a repris les frappes aériennes sur Beyrouth, plus précisément sur le quartier de Dahiya, considéré depuis longtemps comme un bastion du Hezbollah. Et apparemment, c'était une ligne rouge qu'à ce moment-là, l'Iran n'était plus prêt à tolérer. Ils ont donc répliqué par des frappes sur Israël. Israël, de son côté, a répondu par des frappes assez timides sur l'Iran. Et ça s'est arrêté là, avec l'Iran qui a averti Israël d'arrêter ses attaques contre l'Iran et le Liban, et Israël qui a réagi avec colère en disant qu'il n'en était pas question, avant de le confirmer quelques heures plus tard par de nouvelles frappes aériennes sur Tyr, dans le sud du Liban. Alors, pendant qu'il semblait que l'Iran établissait une nouvelle équation stratégique, quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant, à savoir que si Israël attaque le Liban, en réalité le Hezbollah, mais donc le Liban, eh bien cela n'est pas acceptable pour l'Iran. Et l'Iran ripostera contre Israël. Ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle équation stratégique. Et Israël en a même parlé avec colère, exactement dans ces termes, en disant qu'il n'accepterait pas cette nouvelle équation. D'abord, ça nous montre
que l'Iran se sent en position de force. Ils se sentent puissants, assez pour mettre ça en œuvre maintenant. Alors qu'une petite armada américaine est toujours stationnée quelque part au large de leur côte et que des avions sont prêts un peu partout au Moyen-Orient à reprendre les hostilités. Clairement, ils se sentent extrêmement confiants. C'est un changement, et il semble plutôt inattendu. Parce que pour les États-Unis et pour Israël, le Hezbollah est un relais de l'Iran. Et normalement, on ne se bat pas pour son relais dans une situation tendue. On le sacrifie. C'est en tout cas ce que font les États-Unis. Les Kurdes en sont un parfait exemple, encore et encore. Donc ils sont un peu surpris de voir l'Iran prendre la défense du Hezbollah et du Liban d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. L'Iran avait d'ailleurs menacé Israël en disant qu'il fallait cesser les attaques contre le sud du Liban et contre Beyrouth, et qu'il répondrait si Israël répliquait ou poursuivait ses frappes sur le Liban. Eh bien, Israël a bien répliqué contre l'Iran, même si, disons-le, ses représailles étaient plutôt timides. Et Israël a immédiatement, en quelques heures, repris ses frappes sur le sud du Liban. Et l'Iran, lui, n'a pas réagi. Ils ont laissé passer, si on peut dire. On sait donc maintenant où se situe la véritable ligne rouge de l'Iran. Ce sont les attaques contre Beyrouth, les attaques contre la capitale libanaise. C'est là la vraie limite pour l'Iran. Au-delà, ils cherchent à établir une nouvelle équation stratégique en plaçant le bouclier de leur dissuasion, missiles balistiques conventionnels et drones longue portée, au service de la défense, au moins de la capitale libanaise. C'est la nouvelle réalité qui est en train de s'imposer. Et c'est important, parce que cela n'était jamais arrivé auparavant. L'Iran n'a jamais attaqué Israël de manière proactive, simplement parce qu'Israël avait frappé le Liban, ou le Hezbollah, selon la manière dont on veut le formuler. Ça ne s'est pas produit. Alors, les États-Unis, ou Trump personnellement en tout cas, se vantaient de faire passer en douce des pétroliers par le détroit d'Ormuz. Ils faisaient ça en se mettant hors radar, en coupant leurs transpondeurs et en longeant la côte omanaise. D'après ce qu'a rapporté le New York Times, donc en clair, des fuites volontaires venant du gouvernement, ils réussissaient à faire sortir 2 ou 3 pétroliers par jour. Ce n'est pas énorme. C'est bien moins que les 120 ou 130 pétroliers qui traversaient le détroit d'Ormuz chaque jour avant le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Et même nettement moins que la moyenne d'environ 25 pétroliers qu'en Iran, ils ont eux-mêmes laissé passer de façon sélective après un accord et le paiement d'un droit de passage. Enfin, pas un droit de passage, des frais de service. Oui, des frais de service. Ce n'est pas un péage, souvenez-vous-en. Absolument pas un système de racket. Bref, c'est une quantité relativement faible. Mais il semble bien, et je dis semble, parce qu'il y a quand même quelques éléments qui vont dans ce sens. D'accord. Et bien sûr, je ne fais pas confiance à tout ce que disent les États-Unis, le CENTCOM ou Trump, mais des observateurs indépendants, comme Kepler, Tanker Trackers et d'autres, semblent indiquer que certains pétroliers, un certain nombre même, ont réussi à passer. Alors, les États-Unis n'envoient pas leur marine dans le détroit d'Ormuz, et c'est important de le souligner. Ce qu'ils font, en revanche, c'est donner des instructions. En gros, ils ont leurs satellites, et de temps en temps, on dirait qu'ils font voler un hélicoptère ou un avion dans la zone, ou peut-être même à l'extrémité du détroit d'Ormuz, pour, je sais pas, apporter un peu de soutien moral. J'imagine que c'est ça. Allez, vas-y. Allez. C'est bon, c'est sûr. Allez. Voilà. Vous savez, on a un œil là-haut quelque part. On surveille. Oui, c'est ça. Tu vois, on a quand même l'impression... Enfin, il n'y a pas moyen que l'Iran n'ait pas été au courant, non?
Ils ont suffisamment de radars et d'autres capteurs, des moyens de détection. C'est seulement une portion d'environ 21 kilomètres. Donc ça veut dire que l'Iran laissait probablement passer un certain nombre de navires par là. Et puis, d'autres, eux, en faisaient de temps en temps des exemples. Exactement. Leurs vedettes rapides sortaient et ils les ont frappés avec des drones. On en a vu 2 autres en milieu de semaine. Donc, ils faisaient preuve d'une grande prudence. Mais rien de tout ça n'enlève l'avantage géoéconomique asymétrique que l'Iran conservait, en bloquant, en gros, la grande majorité du trafic habituel dans le détroit d'Ormuz. En même temps, concernant le blocus américain, les États-Unis ont été un peu plus énergiques dans sa mise en œuvre, en attaquant plusieurs navires battant pavillon de complaisance appartenant à des pays tiers. Et en fait, ils ont frappé plusieurs navires cette semaine, avec des équipages indiens. Sur l'un d'eux, 3 Indiens ont été tués. Et l'Inde a protesté, mais franchement, très timidement, il faut le dire. Les États-Unis ont aussitôt répliqué en frappant un autre navire indien. Donc oui, aucun respect pour l'Inde dans cette affaire. Aucune excuse, rien du tout. Non, rien. Et l'Inde a demandé aux États-Unis de respecter les civils, de ne pas les attaquer. Et bien sûr, les États-Unis ont tout simplement ignoré l'Inde, n'est-ce pas? Voilà la puissance diplomatique du pays le plus peuplé et soi-disant le plus démocratique du monde. Enfin bref, l'Inde, il va falloir choisir ton camp un jour ou l'autre. Vraiment, il va falloir choisir ton camp. Il va falloir sortir la tête du sable et prendre position. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a vu, je crois que c'était jeudi, c'est que pendant l'une de ces opérations de guidage, l'Iran a décidé de riposter. Ils ont abattu un des hélicoptères Apache américains qui était censé apporter un soutien moral en survolant le détroit d'Ormuz pour encourager un autre pétrolier à tenter de passer discrètement. Et l'Iran les a frappés. D'après ce que les États-Unis disent, et ce qui semble avoir été confirmé par certaines déclarations officielles iraniennes, oui, c'est bien ce qui s'est passé. Les auteurs ont été salués comme des héros, des martyrs, et ainsi de suite. Donc, ils ont touché un Apache avec un drone Shahed. Et voilà. Les États-Unis ont estimé devoir réagir, et Trump a publié un nouveau message tonitruant, du genre « feu et fureur ». Les États-Unis ont réagi avec des frappes sur l'Iran qui, d'après ce que j'ai pu voir, visaient surtout ou tentaient de viser des installations de défense aérienne et antimissiles. Mais parmi les autres cibles touchées, il y avait des réservoirs d'eau. Et ça, ce n'est en aucun cas d'aucune manière une cible militaire légitime, ni même à double usage. Des réservoirs d'eau, c'est un crime de guerre. Même le New York Times l'a reconnu en disant que si l'administration Trump était au courant et savait ce qu'elle frappait, bien sûr qu'il le savait, alors c'était un crime de guerre. C'est donc un nouveau niveau d'escalade, évidemment. Et c'est un signe de désespoir, pas de force, comme l'a souligné presque aussitôt le président du Parlement iranien Ghalibaf dans un message. Priver 20 000 civils d'eau courante, d'eau potable. Pourquoi, au juste? Franchement, je ne sais pas. Si l'Iran devait rester fidèle à sa logique habituelle de représailles, du type donnant-donnant, on pourrait s'attendre à ce qu'il riposte contre un État arabe du Golfe, allié des États-Unis, où les Américains ont aussi des infrastructures hydrauliques. Et dans ce cas, cela viserait sans doute les usines de dessalement. C'est une carte d'escalade majeure que l'Iran n'a pas encore utilisée, parce que les États arabes du Golfe dépendent du dessalement pour leur approvisionnement en eau, entre 60 et 90% selon le pays. Ce qui veut dire que si l'Iran frappait sérieusement leurs installations de dessalement, ce serait fini. Le pays deviendrait invivable.
il faudrait évacuer massivement la population, et ainsi de suite. Mais, fait intéressant, l'Iran n'a pas mordu à l'hameçon cette fois-ci. Jusqu'ici, ils avaient pourtant appliqué une politique assez stricte de donnant-donnant quand il s'agissait d'attaques contre des infrastructures énergétiques. Pourtant, ils n'ont pas visé les infrastructures hydrauliques des États du Golfe en réponse. En revanche, l'Iran a bel et bien riposté. Ils ont frappé des bases militaires américaines, une douzaine de sites, je crois, au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie. Et à Bahreïn, d'après ce que je sais, ils auraient détruit l'un des derniers grands radars longue portée américains encore présents au Moyen-Orient, celui qu'ils n'avaient pas touché lors de la première série d'attaques. Ils ont aussi frappé un aérodrome, une base aérienne utilisée par les États-Unis en Jordanie. Et d'après plusieurs rapports, des F-16 américains ou jordaniens auraient été touchés, peut-être même des F-35 ou des F-15. On n'en est pas sûr. Mais les États-Unis, bien sûr, et la Jordanie ont nié que des missiles aient atteint la base. Or, ça a déjà été démenti par des images satellites de basse résolution. Mais c'est toujours la même chose. Les États-Unis, Israël et les pays du Golfe nient à chaque fois que l'Iran frappe ses bases. Et puis, 1 ou 2, parfois 3 semaines plus tard, les images satellites sortent, et là on voit bien, oui, ils ont frappé et ils ont frappé fort. Ah, et puis, 1 semaine plus tard, on découvre que les dégâts étaient bien plus importants que ce qu'on avait reconnu au départ, et ainsi de suite. Donc, la vérité finira sans doute par sortir petit à petit. Si l'Iran a réussi à endommager ou à détruire plusieurs F-16, ou peut-être même des F-35, ce n'est pas quelque chose que les États-Unis pourront garder secret indéfiniment, non? Enfin, à moins qu'on veuille dire, je ne sais pas. C'est tout à fait possible, bien sûr, que ces F-35 aient simplement eu des incendies de buanderie, parce que c'est un vrai risque. Les installations de lavage sur les F-35, c'est un problème connu. Tout le monde le reconnaît. Bref, il me semble que la riposte de l'Iran contre les États-Unis s'est faite à un niveau d'escalade plus élevé et qu'elle a montré une plus grande capacité, surtout contre des cibles militaires, je ne parle pas de réservoirs d'eau, que ce que les États-Unis ont infligé à l'Iran. Cela montre encore une fois, à mes yeux, que l'Iran a une supériorité dans l'escalade face aux États-Unis dans cette situation. Pas seulement de manière asymétrique, par rapport au détroit d'Ormuz, mais même sur le plan conventionnel dans la région. Trump, lui, allait bombarder, il allait détruire, il allait s'emparer de l'île de Karg, il allait prendre tout le pétrole de l'Iran. Tout ce qu'il fallait, bien sûr, c'était que l'Iran se rende et admette que les États-Unis sont la plus grande puissance. Et alors, ils auraient pu avoir le meilleur accord du monde. Et tous ces autres commentaires complètement délirants, mégalomanes, de vrais fous furieux. Franchement, est-ce que les Américains se rendent compte de ça? Que leur président parle comme un méchant de James Bond caricatural. En fait, pour être honnête, je pense que la plupart des méchants de Bond ont des répliques plus sérieuses, mieux écrites que celles de Trump. Mais lui, il sonne vraiment comme un fou déséquilibré. Et je crois que c'est probablement parce qu'il est justement un mégalomane instable, un petit homme extrêmement insécurisé. Oui. Mais bon, quoi qu'il en soit, plus tard dans la soirée, on a eu droit à une nouvelle tournée de tacos livrés par Trump. Les tacos du jeudi, cette fois. Et Trump a annoncé qu'un accord était, une fois de plus, sur le point d'être conclu. Et il annulait encore une fois son Armageddon prévu contre l'Iran pour la 39e fois. J'ai même perdu le compte. Depuis, tout ce qu'on voit, ce sont les États-Unis et l'Iran qui se renvoient des déclarations et des démentis à propos d'un prétendu mémorandum d'accord qu'ils étaient censés signer ou valider ou sceller numériquement, peu importe, l'un avec l'autre. Et pour moi, ça montre qu'il y a de très gros problèmes.
Parce que chacun affirme qu'il maintient sa position globalement, et rien n'indique que l'un ou l'autre ait au moins publiquement accepté les concessions. Pour ma part, je pense que l'Iran a l'avantage dans l'escalade. As far as I'm concerned, Iran has the escalatory dominance. They are in the dominant position. They have all the cards. Ils sont en position de force. Ils ont toutes les cartes en main. Ils ont l'avantage. Et c'est aux États-Unis de faire des concessions comme lever les sanctions ou rendre à l'Iran l'argent volé que les États-Unis ont gelé depuis des années. Et l'Iran dit même que c'est une condition préalable, au moins en partie, au protocole d'accord. Vous voyez, ce n'est pas vraiment un accord, c'est plutôt un pré-accord, un peu comme un contrat prénuptial si on veut. Mais même là, les États-Unis refusent de rendre le moindre argent. Et ils affirment qu'ils vont obtenir tout le matériel nucléaire. Et l'Iran dit que ça ne fait même pas partie du protocole d'accord initial. C'est quelque chose qui viendrait dans quelques mois, et ils ne prennent aucun engagement là-dessus. Cela dit, certaines déclarations laissent entendre qu'ils seraient en fait prêts à diluer leur propre uranium enrichi, essentiellement parce qu'ils estiment qu'ils n'en ont plus besoin. Ils ont découvert leur véritable atout, leur option nucléaire, si on peut dire, le contrôle du détroit d'Ormuz, et ils ont compris que c'est, à bien des égards, bien plus puissant et surtout bien plus utilisable qu'une dissuasion nucléaire. Marc, désolé de t'interrompre. Il y a 2 points. Le premier concerne les avoirs iraniens gelés. Le second, les sanctions contre l'Iran. D'après ce qu'on a appris hier soir, un membre du Parlement iranien, qui faisait partie de la délégation partie à Islamabad, a expliqué 2 choses. Premièrement, concernant les avoirs iraniens gelés. Dès la signature de ce protocole d'accord, les États-Unis vont libérer 50% de ces avoirs, par l'intermédiaire du gouvernement qatari, qui sera chargé de cette opération. Deuxièmement, il y aura une forme de dérogation énergétique, un peu comme celle qu'on a déjà vue sur le pétrole et les produits pétrochimiques iraniens. Mais pour ce qui est des sanctions, ce ne sera pas immédiat. Ce sera dans 60 jours, ou un peu plus tard. Voilà ce qu'on a appris hier soir. This is what we learned last night. Yes, that is, and it must be said that the Americans are saying Oui, c'est ça. Et il faut dire que les Américains affirment exactement le contraire, qu'il n'y aura pas de restitution des fonds gelés et que l'accord nucléaire est la priorité. Et encore une fois, ce dont ils parlent ou ce qu'ils s'échangent par message via des intermédiaires peut être différent de ce que Trump et d'autres crient sur la place publique. C'est une possibilité. Mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'accords, ni même de compréhension claire sur le protocole d'accord qu'ils sont censés valider numériquement. Tout cela reste donc très incertain. Et les Israéliens, eux, disent très clairement qu'ils n'en acceptent rien. En fait, le ministre iranien des Affaires étrangères, Bagheri Kani, est même allé un peu plus loin. Non seulement la cessation des hostilités, le cessez-le-feu, est censé s'étendre au Liban, mais Israël est aussi supposé retirer son occupation militaire du Sud-Liban. Et moi, je n'y crois pas du tout. Vraiment pas. Donc soit l'Iran va reculer sur ce point, soit il n'y aura pas d'accord. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'Israël, enfin même si on pouvait faire confiance aux États-Unis, et on ne le peut pas, on ne peut certainement pas faire confiance à Israël. Ils vont tout faire, tout ce qui est en leur pouvoir, pour saboter cet accord. Parce que, comme Netanyahou l'a lui-même souligné, il a passé 40 ans à essayer de pousser les États-Unis à faire la guerre à l'Iran pour le compte d'Israël. Et maintenant qu'ils ont réussi, ils ne vont pas abandonner ça aussi facilement. Et vous savez, si tout se termine comme c'est parti là, ça met fin à la carrière politique de Netanyahou et de tout son entourage, non? Enfin, ils seront finis. Pas que leurs successeurs soient forcément bien meilleurs, sur le plan géopolitique. Mais bon, ils ont un intérêt personnel, en plus de leur intérêt géopolitique,
à faire en sorte qu'aucun véritable accord de paix ne voit jamais le jour. Cela dit, je note que Trump semble essayer de mettre en place un plan B assez intéressant pour gérer le Hezbollah. Pour la deuxième fois, je crois que c'est prévu le 14, donc demain, vendredi. Le chef d'Al-Qaïda de ce qui était autrefois la Syrie, le nouveau chef de l'État islamique en Syrie, Al-Jolani, ou Al-Shara, comme on l'appelle maintenant, va se rendre à la Maison-Blanche. Et ça, je crois que ça arrive 2 semaines après que Trump lui a envoyé un nouveau flacon de son propre parfum, la marque Trump, un nouveau flacon, parce que, apparemment, Jolani avait dit qu'il avait tellement aimé le cadeau la première fois qu'il en voulait un autre. Je veux dire, c'est juste complètement fou, surréaliste. Tous ces petits détails rendent la situation encore plus irréelle. Le président des États-Unis offre son propre parfum en cadeau au chef d'Al-Qaïda dans ce qui était autrefois la Syrie. Enfin bref. Il faut quand même souligner que tout cela n'aurait jamais été possible, ces 2 dernières années d'attaques contre l'Iran, sans le renversement du gouvernement syrien par Al-Qaïda, soutenu par l'Occident et par la Turquie. Ça, il faut le dire. Mais l'un des sujets qu'ils vont discuter très ouvertement, et Trump l'a dit lui-même, c'est qu'il veut que Damas, c'est-à-dire Al-Qaïda, combatte le Hezbollah pour lui et pour Israël. Donc ça pourrait bien faire partie d'un plan B que Trump essaie de vendre à Netanyahou. On va leur promettre quelque chose maintenant. On va leur lâcher Al-Qaïda dessus. Comme on a déjà lâché Al-Qaïda sur la Syrie, maintenant on va les lâcher sur le Hezbollah. Et bien sûr, à terme, si ça marche, on les lâchera aussi sur l'Iran, plus tard. Mais ça pourrait faire partie de ce que Trump essaiera de vendre à Netanyahou pour qu'il se calme un peu en disant « Je vais lâcher ce chien enragé tenu en laisse, Al-Qaïda en Syrie ». Si la Syrie, enfin je veux dire Al-Qaïda, Jolani et la Turquie, qui a une vraie emprise sur le régime d'Al-Qaïda dans l'État islamique de Syrie, acceptent ça, ce qui n'est pas évident, mais ce n'est certainement pas impossible. C'est un point intéressant, une sorte de piste possible dans tout ça. Je pense que c'est un peu le plan B que Trump essaie peut-être de vendre. D'abord, il doit le vendre à Al-Jolani en Turquie, puis à Netanyahou. Mais c'est clairement quelque chose à surveiller, et je vais le suivre avec une certaine nervosité et beaucoup de prudence. Cela dit, si au moins publiquement, ils ne s'entendent absolument pas sur les points les plus basiques, même pour obtenir ce soi-disant protocole d'accord, une sorte de préaccord validé numériquement, quelle raison réelle y a-t-il de croire que tout ça ira plus loin, qu'il y aura un accord et une forme, même temporaire, de cessation des hostilités, ne serait-ce qu'entre les États-Unis et l'Iran? Les 2 positions restent encore beaucoup trop éloignées. Et une grande partie de ce que veut l'Iran, les États-Unis ne peuvent tout simplement pas l'imposer, que ce soit un changement de régime ou leurs exigences vis-à-vis de l'Iran. Ils n'ont clairement pas ce pouvoir, ni par des moyens conventionnels, ni face à l'avantage asymétrique de l'Iran. Et malgré toute la puissance, surtout asymétrique, que l'Iran détient grâce à son contrôle du détroit d'Ormuz, ils ne peuvent pas non plus forcer politiquement les États-Unis à accepter une grande partie de leurs 14 points, auxquels, paraît-il, le mémorandum d'accord se réfère encore. Alors, où cela nous mène-t-il? Probablement vers une sorte d'état semi-permanent d'hostilité et de présence militaire au Moyen-Orient, qui pourrait durer des années, au moins jusqu'à la fin du mandat de Trump. C'est tout à fait possible. En fait, c'est même le scénario le plus probable dans cette situation. Pendant que les États arabes, comme une grande partie du reste du monde, vont discrètement chercher à trouver un certain accord avec l'Iran en acceptant au moins temporairement son contrôle du détroit d'Ormuz et en payant des frais pour reprendre un niveau minimal de commerce normal.
Et d'après nos informations, 2 États arabes, les Émirats arabes unis et le Qatar, encore une fois, c'est ce que rapporte la presse occidentale, auraient, selon le New York Times et d'autres sources, conclu des accords avec l'Iran au cours des dernières semaines. Le Qatar, dès le départ, cherchait visiblement à obtenir une certaine protection pour ses propres champs gaziers, en trouvant un accord avec l'Iran pour que celui-ci ne les frappe pas. Apparemment, cet accord a été abandonné après qu'Israël ou les États-Unis ont frappé le champ gazier iranien de South Pars. À ce moment-là, l'Iran a estimé nécessaire de mettre fin à cet arrangement avec le Qatar. Mais il y a aussi les Émirats arabes unis qui, d'après leurs propres déclarations, ont toujours été les plus durs parmi les États arabes du Golfe face à l'Iran. On sait maintenant qu'ils ont participé de manière assez active à des frappes contre l'Iran. Et pourtant, la semaine dernière, ils auraient conclu une sorte d'accord avec Téhéran qui inclurait même, semble-t-il, la restitution d'une partie de l'argent iranien volé et conservé aux Émirats. Tout cela ferait partie d'un processus de normalisation avec l'Iran pour rétablir dans un avenir proche une utilisation plus normale du détroit d'Ormuz. Je pense qu'on le voit déjà. Même si les États-Unis n'arrivent pas à s'entendre avec l'Iran, au bout du compte, peu importe à quel point Trump essaie de présenter ça comme une victoire, s'il accepte certaines des exigences de l'Iran, il ne pourra pas aller très loin dans cette mise en scène. Parce qu'au final, l'Iran garde le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc s'il n'y parvient pas, il va, je suppose, simplement disparaître doucement de la scène. On peut s'attendre à quelques tensions de faible intensité, des accrochages ici et là, autour du golfe d'Oman et du détroit d'Ormuz, dans un avenir prévisible. Pendant ce temps, les États du Golfe vont sans doute chercher leur propre modus vivendi avec l'Iran et revenir à quelque chose qui ressemble à une nouvelle normalité sur le plan économique et dans leurs relations au Moyen-Orient. Je pense que c'est bien plus probable qu'un véritable accord entre les États-Unis et l'Iran. Ils pourraient annoncer publiquement un accord, oui, mais même dans ce cas, je crois qu'il s'effondrerait en 12 mois, voire en quelques semaines, ou même en quelques jours. Au fond, leurs positions sont beaucoup trop éloignées. Et si les États-Unis étaient perçus comme cédants face à l'Iran dans cette situation, ce serait comme signer l'avis de décès de l'hégémonie américaine. Et ça, ils sont ni prêts ni capables de le faire. Aucun président américain ne peut faire ça. Donc ils vont plutôt maintenir un statu quo mauvais, très mauvais, plutôt que d'aller dans cette direction. C'est bien plus probable. Il y a tout juste quelques instants, un haut responsable israélien sur la chaîne 12 en Israël a déclaré « C'est un accord pourri ». Pour eux, oui, c'en est un. Je n'ai aucun doute là-dessus. À ce stade, tout ce qui laisse l'Iran comme un pays encore capable de fonctionner, capable de riposter contre Israël, comme ils l'ont clairement montré ces derniers mois, ou même cette dernière année, eh bien, ça va être très mauvais pour eux. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais bien sûr, ils vont essayer de sauver la face et de présenter la situation sous le meilleur jour possible, un peu comme Trump le ferait. Mais souvenez-vous, Trump a déjà abordé 2 fois la question de ce qu'il appelle la poussière nucléaire, c'est-à-dire l'uranium enrichi. Il a expliqué que c'était nécessaire pour les États-Unis de l'obtenir, tout en disant dans le même temps qu'en réalité, on n'en avait pas besoin. C'est surtout de la communication, ou comme il l'a dit une autre fois, quelque chose de surtout psychologique, non? Admettre qu'en réalité, personne ne croit vraiment que l'Iran est sur le point de développer, ou a même l'intention un jour de développer, une arme nucléaire. C'est simplement une partie de leur justification pour lancer des opérations de changement de régime en Iran.
une sorte de plan de secours pour pouvoir déclarer une victoire, qui n'en est absolument pas une, puisque l'Iran n'a jamais eu de programme d'armes nucléaires dès le départ. C'est à ce niveau de surréalisme que les États-Unis fonctionnent ici. Je veux dire, même Trump a reconnu 2 fois que tout ça, c'était surtout de la communication, qu'on n'en avait pas vraiment besoin, que c'était surtout psychologique. Et c'est vrai. C'était d'ailleurs un de ces rares moments où Trump a dit quelque chose de franc et d'honnête, au milieu de tout le bluff, du tapage, des menaces, des jérémiades, des plaintes et de la mégalomanie qui sortent de cet homme. Je ressens de plus en plus. En tant que spécialiste des relations internationales et des questions de sécurité, face à toute cette situation, il faut dire que comme Trump a énormément de pouvoir sur tout ça, comprendre cet homme demande, à mon avis, presque un diplôme en psychologie, en psychothérapie ou en accompagnement de personnes mentalement fragiles. Je pense que ce serait peut-être bien plus utile dans ce cas précis qu'un diplôme de 3e cycle en théorie des relations internationales. Qu'en pensez-vous? How do you feel about that? Actually, when I look at this situation between, I don't believe that any of these things that they're talking about would remain the way that they're talking about. Because there is no good record of the Trump administration. Nothing is out there to say. This time they were honest in the way that they were talking about, for example, that part of that particular little part of the war. They were honest. Nothing. You find No, not nothing even about the war, about everything. Whether we're talking terror, Pas seulement à propos de la guerre, à propos de tout. Que ce soit les tarifs douaniers, l'enlèvement du président vénézuélien sous prétexte d'opérations anti-drogue, ou le fait de déchirer des accords déjà conclus avec les Européens ou d'autres, ils sont honnêtes. Honnêtes sur rien du tout. Et ils sont totalement incompétents en diplomatie. Je veux dire, ils n'utilisent même pas le département d'État. Trump s'appuie sur son pote louche de l'immobilier new-yorkais, Witkoff, et sur son gendre, Jared Kushner, que selon un diplomate britannique, on peut considérer comme des atouts israéliens plutôt que sur son propre département d'État. Ça montre le niveau d'incompétence auquel doivent faire face non seulement les Iraniens, mais aussi tous les autres pays du monde, les Russes et tous les autres. Alors quand on voit des déclarations venant de Russie, d'Iran ou de Chine, disant que non seulement les États-Unis sont incapables de tenir un accord, mais qu'ils sont incapables de faire de la diplomatie sous Trump, eh bien, c'est exactement ça. they are diplomacy incapable under Trump. Exactly. Exactement. That's the key. Je pense que c'est là que tout se joue. Oui, il n'y a pas de diplomatie. There is no diplomacy. All that leaves is a position. Tout ce qu'il reste, c'est une position de force face à Trump. Il faut garder la botte bien appuyée sur le cou de ce type orange, sinon on ne peut rien espérer. Or you can't count on anything. Mark, I can promise you that Marc, je peux te garantir que Jared Kushner et Steve Witkoff ont mené quelque chose comme 10 séries de négociations avec Kirill Dmitriev et d'autres personnes, y compris des Iraniens. Ils ne savent absolument rien de ce qui s'est passé en Ukraine, ni des principaux problèmes là-bas. Franchement, je ne sais pas. Et pour l'Iran, c'est pareil. Ils ne connaissent rien au programme nucléaire, ni à la complexité de ce dossier. Et ils ne veulent pas non plus mettre en place d'équipes techniques, d'aucune sorte. And they're not willing to have any sort of technical teams Hey, on their you side. out there. Eh, vous qui regardez cette émission, vous en savez plus sur la situation, la vraie situation, que Jared Kushner ou Steve Witkoff. Et ça, comment ça vous fait sentir? Vous, le public, vous en savez plus qu'eux. Et c'est ça justement avec quoi l'Iran doit composer. C'est ça que la Russie doit affronter. Et c'est ça que la Chine doit gérer avec cette administration. And that's what China needs to deal with out of this administration. Mark, what do you make of this new section in the United States that On sait bien que les politiciens sont totalement dominés par Israël et par les sionistes. Israeli and Zionists?
At by least for the IPAC, time right? being. At least. As John Mearsheimer and Stephen Walt, the two Comme l'ont longuement expliqué John Mearsheimer et Stephen Walt, les deux plus grands politologues réalistes de notre époque, et John Mearsheimer, peut-être le plus grand théoricien réaliste des relations internationales de tous les temps, le lobby et l'influence néfaste d'Israël sur la politique étrangère américaine, et plus largement sur la politique en général, sont des sujets qu'ils ont beaucoup étudiés. Moi, je trouve ça formidable. Vraiment. Y a-t-il quelque chose qui puisse accélérer la chute des États-Unis encore plus que ce qu'ils font déjà, sinon ça? Parce que cela les enfermera dans les guerres d'Israël contre tous ses voisins au Moyen-Orient. Israel's wars against all of its neighbors in the Middle East, which of course will be very unfortunate, Ce qui, bien sûr, sera très regrettable si vous êtes l'un des voisins d'Israël au Moyen-Orient, du moins à court terme. Mais, assis dans mon fauteuil en Russie, d'un point de vue géopolitique et relations internationales, c'est une catastrophe pour la politique étrangère américaine. Donc, parfait. Allez-y. Moi, je suis pour. Désolé, j'ai quitté l'Amérique depuis longtemps et j'ai pris la nationalité russe, donc je n'ai pas les intérêts des États-Unis à cœur. Et je vois tout ça comme, disons, une étape de plus vers le précipice de l'hégémonie américaine, si on peut encore parler d'hégémonie à ce stade. Donc, formidable. Fabulous. Je pense que personne ne peut nier que le résultat de la guerre, c'est que l'hégémonie américaine a été ébranlée. Et d'une certaine manière, oui, complètement. Il n'en reste plus grand-chose. On peut dire que les États-Unis gardent encore de l'influence sur les pays du Golfe, mais cette hégémonie, elle est bien moindre qu'avant. Ces jours-là sont révolus. Oui, enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun dirigeant arabe sérieux ne peut dire que les États-Unis offrent, d'une manière ou d'une autre, une garantie de sécurité, ou même une véritable relation de sécurité. En réalité, ça les rend moins sûrs. Ça fait d'eux des cibles dans les conflits. Et aujourd'hui, c'est plutôt devenu une relation malheureuse avec une organisation qui fonctionne un peu comme une mafia, dans laquelle ils restent coincés, au moins en partie. En même temps, ils cherchent d'autres options, plus diversifiées. Il faut reconnaître que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis essayent déjà de le faire depuis un bon moment, même s'ils se sont retrouvés à nouveau entraînés dans toute cette affaire. Oui, la position de l'Iran au Moyen-Orient sera presque inévitablement beaucoup plus importante à cause de tout ça. Il y a même eu un article dans le New York Times qui présente l'Iran, et je ne dis pas que je suis entièrement d'accord avec cette idée, mais c'est au moins une possibilité, que l'Iran sorte de cette situation comme la quatrième grande puissance mondiale. Disons un cran en dessous de la Chine, des États-Unis, puis de la Russie, et ensuite un peu plus bas, l'Iran. Mais clairement, bien au-dessus de pays comme l'Inde, l'Europe ou d'autres de cette taille-là. Et cela en grande partie grâce à leur influence, voire leur contrôle, sur le détroit d'Ormuz, et via Ansar Allah, sur le détroit de Bab el-Mandeb aussi. Et tout simplement, après avoir enduré une guerre totale, lancée à la fois par les États-Unis et par Israël, ce qu'on nous a fait croire pendant des décennies, c'est que ces deux pays avaient deux des armées les plus puissantes de la planète. Et pourtant, ils ont tenu bon, ils ont résisté, et ils ont rendu les coups au moins aussi bien, sinon mieux, qu'ils ne les ont reçus. Ça donne un certain prestige géopolitique, une forme de fierté, de respect, et même de crainte, qui va avec, naturellement. Alors quand on regarde la situation actuelle, où les États-Unis sont en train de perdre une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, et qu'ils essayent lentement, du moins publiquement, oui, la CIA reste pleinement impliquée et continue d'escalader, mais sur le plan public, ils essayent de se désengager, de prendre leur distance, et au moins dans la sphère publique, de refiler le problème aux Européens. And at least in the public sphere, dump it off on the Europeans, meaning that
they've lost to one degree or another, and then Autrement dit, followed up ils ont perdu, immediately d'une manière with ou d'une Iran, autre. where Et there's no juste proxy après, conflict. il y a eu cette They affaire have avec directly, l'Iran. uh, Là, il n'y a lost pas de guerre the par declared procuration. regime change Ils ont or directement lancé une guerre failed. déclarée de And on changement top de of that, régime Iran contre is l'Iran, now in a et ils ont greater échoué threat aussitôt. in the Middle East, Et en plus de ça, l'Iran est aujourd'hui dans une position de force bien plus grande au Moyen-Orient qu'avant. Presque tous les analystes occidentaux un peu lucides le reconnaissent, d'après tout ce que j'ai pu voir. Alors, comment peut-on encore parler d'hégémonie américaine? On ne peut parler que de ce qu'il en reste, en lambeaux. Et pendant ce temps, la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres doivent gérer cet enfant capricieux et bruyant qu'était l'hégémon américain, qui s'efface peu à peu dans l'irrélevance, en criant et en s'énervant au nom de la doctrine Monroe depuis l'hémisphère occidental. Screaming about the Don Road doctrine from the Western Hemisphere. Je pense qu'il faut encore voir, mais ça va être la même chose. La même, et encore la même. Comme on le voit depuis le premier jour de cette administration, c'est toujours la même administration. D'ailleurs, ceux qui sont si optimistes à propos de l'accord entre l'Iran et les États-Unis, souvenez-vous, Donald Trump devait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. 24 heures. Où en est-on? 2 ans plus tard. 24 hours. Yeah, where are we 2 years? Now they don't even talk about peace in Ils ne Ukraine. parlent même plus de paix en Ukraine. Ils ont complètement abandonné cette idée. Je vais le redire, je l'ai déjà dit, et je sais que d'autres personnes sur votre chaîne l'ont dit aussi. Toutes les guerres ne forment plus qu'une seule guerre maintenant. Du moins, dès qu'il y a une implication des États-Unis, d'une manière ou d'une autre. Donc le conflit en Ukraine et celui en Iran, ce sont en réalité 2 champs de bataille différents d'une même guerre pour l'ordre mondial de demain, qu'il soit multipolaire, bipolaire, peu importe la forme qu'il prendra au final. Mais si l'Iran a pu être aussi efficace dans ce conflit, c'est en partie parce que les intercepteurs de défense aérienne américains étaient déjà à un niveau très bas. Ils en ont gaspillé tellement en Ukraine, ainsi que leurs munitions à distance et leurs intercepteurs. Que ce soit sous Blinken et Sullivan ou sous Trump, en essayant de jouer au chat et à la souris avec les Houthis dans le désert. Trying to play whack-a-mole against the Houthis in the desert. They keep waiting. All of this is part of the same conflict. Tout ça fait partie du même conflit. En fait, l'Iran faisait déjà face à des États-Unis militairement affaiblis par cette guerre par procuration avec la Russie en Ukraine. Et maintenant, en sortant de ce conflit, la Russie va en réalité en tirer un avantage en Ukraine. Parce que les États-Unis ont gaspillé une grande partie de leurs munitions à longue portée, de leurs intercepteurs de défense aérienne et de leurs capacités militaires en général en Iran, sans aucun résultat, ou plutôt avec un résultat négatif. Du coup, la Russie se retrouve complètement aux commandes en Ukraine, et elle n'a même plus vraiment à craindre une intervention conventionnelle américaine, que ce soit à Kiev ou plus tard, à un autre moment. In Kiev or something far down the line. So we see that while Russia On voit donc que, même si la Russie, l'Iran, les Houthis, le Hezbollah et d'autres ne combattent pas côte à côte sur le champ de bataille, même si en Syrie ils l'ont fait pendant un bon moment, toutes les guerres ne forment en réalité qu'une seule et même guerre. Ils sont de fait alliés les uns aux autres et profitent mutuellement de leurs opérations et de leurs affrontements qui épuisent les États-Unis dans ces situations. Et ça, c'est important. La Russie, la Chine, l'Iran, les Houthis, le Hezbollah et d'autres n'ont peut-être pas d'alliance militaire formelle, mais cela ne rend pas leur alliance militaire de fait face à l'hégémonie américaine déclinante moins réelle pour autant. Exactement. C'est bien ça. C'est le point principal à mon avis. C'est l'un des aspects les plus importants de ces guerres. Et avant de conclure, allez sur boosty.to/TheRealPolitic. Vous pouvez le voir juste en dessous du nom de Marc, ici sur l'image, à droite de Marc. Si vous bougez un peu la tête, voilà, vous voyez le lien, boosty.to/TheRealPolitic. Allez-y et suivez Marc. À toi, Marc. You go there and follow Mark. Go ahead, Mark.
Yeah, just one more tiny little detail. Oui, juste un tout petit détail de plus pour bien faire passer ce que je viens de dire. Parce que je reçois beaucoup de... Enfin, il y a toujours plein de commentaires un peu fous dans les... Désolé, hein, pour ceux qui pensent ça. Mais du genre, la Russie est dirigée par des sionistes ou d'autres absurdités du même style. Or, il y a environ un mois, il s'est passé un incident à l'aéroport de Moscou. Plusieurs citoyens israéliens, et il faut le préciser, des binationaux russes et israéliens, étaient en transit et ont été placés en interrogatoire et en détention pendant des heures. Et cet épisode a été rapporté aussi bien dans la presse israélienne que dans la presse russe. Et l'une des choses que les responsables de la sécurité russe qui les ont arrêtés leur ont dit avec mépris, c'est que tout ennemi de l'Iran est un ennemi pour nous. Ça n'aurait pas pu se produire sans l'accord des plus hauts niveaux du gouvernement russe. Et le fait que même des agents russes de rang intermédiaire, des fonctionnaires de l'État, aient exprimé cette opinion aussi directement à des Israéliens et qu'ils y croient manifestement, montre à quel point cette alliance multipolaire est soudée. Et aussi à quel point elle devrait nous donner de l'espoir pour l'avenir. Et ça vient de moi, le cynique désabusé. Des moments comme celui-là, ça réchauffe un peu mon cœur froid et sombre. Oui, exactement, exactement. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité. Thanks for having me.